Donc, on est très heureux d'accueillir Maxime, qui est un combo Québec-Sherbrooke, un excellent résident qui nous a été envoyé très bien formé par Sherbrooke, et puis qui va nous présenter sur la myocardite à cellules géantes. Donc, je m'appelle Maxime Berthelot-Richer, je suis résident 5 à cardiologie à l'UCPQ. Je voudrais remercier le Dr Sénéchal qui m'a donné l'opportunité de travailler sur ce projet-là, qui est aussi mon superviseur de recherche. Donc, aujourd'hui, je vous parle de deux indications de biopsie endomyocardique qui restent vraies en 2012, la myocardite à cellules géantes et la myocardite fulminante. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'auparavant, on biopsiait beaucoup plus les myocardites de façon générale. Puis on s'est rendu compte que la sensibilité de la biopsie endomyocardique dans la myocardite usuelle n'était pas si bonne que ça et avec quelques études négatives de traitement, notamment les études d'immunosuppression, eh bien, faire un diagnostic de myocardite standard ne changeait pas toujours nécessairement la conduite à tenir. Donc, on fait beaucoup moins de biopsies, mais il y a certains sous-types de myocardite qui sont des maladies différentes et qui ont des indications de biopsie parce que ça change notre conduite. Donc, aujourd'hui, je commence avec un premier cas. C'est une dame de 62 ans qui présente un tableau de défaillance cardiaque depuis 2 mois qui progresse. Sa première échographie démontre une fraction d'éjection de 35 %, il y a une hypokinésie diffuse et un ventricule gauche non dilaté. Je vais revenir tantôt sur ce point-là. La patiente a une coronarographie qui se trouve normale, donc on reste avec un diagnostic de myocardite probable. La patiente est mise sous traitement médical, mais elle va se détériorer de façon impressionnante. Au cours de la prochaine semaine, elle va progressivement développer une insuffisance rénale très importante et finalement tomber en choc cardiogénique. On va répéter son échographie cardiaque et comme vous voyez, le ventricule gauche ne se contracte pratiquement plus. La patiente va même devoir être mise sous ECMO. À ce moment-là, on fait une biopsie endomyocardique. Et ce qu'on trouve, c'est vraiment, comme le pathologiste nous disait, un aspect textbook d'une myocardite à cellules géantes. Donc, vous avez tous les éléments. Une cellule géante en bas à droite avec plusieurs noyaux dans la même cellule. Vous avez un infiltrat lymphocytaire important. Là, toutes les petites cellules bleues, c'est ça. Il y a de la nécrose des myocytes et il y a quelques eosinophiles. Donc, diagnostic pour une myocardite à cellules géantes. Par la suite, la patiente va être greffée plutôt rapidement. Qu'est-ce que c'est la myocardite à cellules géantes? C'est vraiment une maladie distincte qui est auto-immunitaire. C'est extrêmement rare, mais c'est extrêmement sévère. C'est un diagnostic pathologique, donc vous avez besoin d'un spécimen pathologique, d'où l'importance de la biopsie. Il faut démontrer un infiltrat inflammatoire avec des eosinophiles, des cellules géantes et de la nécrose. Ça a une présentation clinique particulière. En moyenne, les patients, c'est vraiment des insuffisances cardiaques subaiguës. Ça prend 3 semaines entre le début des symptômes et la première consultation à l'urgence. Et c'est vraiment le point principal à retenir, des insuffisances cardiaques qui vont se détériorer durant l'hospitalisation malgré le traitement de façon un peu curieuse. Les patients peuvent aussi présenter des arythmies malignes, ça peut être très impressionnant, des blocs cardiaques, donc peuvent nécessiter des pacemakers, peuvent faire des tempêtes arythmiques. Ça peut être très impressionnant, mais n'oubliez pas qu'une grande partie des patients, donc environ 40 %, n'auront jamais d'arythmie de bloc. Vous n'aurez pas ces indices-là pour faire le diagnostic. L'aspect échocardiographique, en fait, on ne le connaît pas. Dans les modèles animaux, on sait que ça se comporte comme une cardiopathie dilatée, mais il n'y a aucune étude dans la littérature qui s'est intéressée à la taille du ventricule gauche ou à la taille des parois. Si on décortique chacun des rapports de cas, les petites séries, et quand on lit entre les lignes, des fois, on a quelques informations. Ça a l'air globalement d'une cardiopathie dilatée, mais on ne sait pas de combien. Est-ce que c'est un peu, beaucoup? Et on ne sait pas c'est quand. Est-ce que c'est quand le patient se présente à l'urgence ou c'est juste en fin de course, quand on doit lui faire la greffe cardiaque, qu'on explante le cœur, qu'on se rend compte de ça. Donc ça, on ne le sait pas. Il reste beaucoup de points d'interrogation sur l'aspect échocardiographique. Il y a un bénéfice dans les analyses rétrospectives à l'immunosuppression. Donc ça, c'est la grande série que Dr Cooper a faite, multicentrique. Ce qu'il se rendait compte, c'est que les patients qui avaient reçu l'immunosuppression survivaient plus longtemps sans greffe que ceux qui n'en avaient pas reçu, 12 mois versus 3 mois. Par contre, la prednisone seule était inefficace. On parle plus de cyclosporine. Par contre, il y a un biais de sélection. C'est sûr que les patients qui étaient trop malades, trop fragiles, ils n'ont pas reçu d'immunosuppression. Donc, ça a introduit un biais là. Dr Cooper a voulu se débarrasser de ce biais-là en faisant une étude prospective multicentrique. Mais encore une fois, la majorité des patients étaient trop malades. Les patients les plus malades n'étaient pas inclus dans l'étude. Il n'a pas pu faire son étude randomisée. On a eu une étude observationnelle de patients qui n'étaient pas représentatifs de la sévérité de cette maladie-là. Le traitement presque principal, c'est une greffe cardiaque, donc c'est des patients qu'il faut référer rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils font aussi bien avec une greffe que les patients qui sont greffés pour d'autres indications. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un nombre important de récidives au niveau du greffon. On parle d'environ 25-50 %.
Par contre, les récidives, on en vient à bout en augmentant les immunosuppresseurs. C'est rare que c'est mortel, mais ça peut quand même nous causer des problèmes. C'est quelque chose à surveiller. Maintenant, je vais vous parler de notre expérience. On a eu 6 cas de myocardite à cellules géantes dans les 15 dernières années, et ça ressemble à ce qu'on trouve dans la littérature. Cliniquement, ils se sont présentés avec des insuffisances cardiaques subaiguës réfractaires au traitement. On en a 3 qui ont eu besoin de pacemaker pour des blocs AV. On en a 2 qui ont fait des tempêtes arythmiques. On en a quand même la moitié qu'on n'avait ni arythmie ni bloc. Dans ces cas-là, le diagnostic est beaucoup plus difficile. À quoi ça ressemble échocardiographiquement? Eh bien, quand le patient met le pied dans l'hôpital, il n'y a pas toujours un ventricule dilaté, et même, je vous dirais, 4 de nos patients sur 6, on n'avait pas cet indice-là au départ. Mais quand on les suit, éventuellement, ils développent une dilatation. Mais des fois, ça va être tardif. Le patient peut tomber en choc cardiogénique, avoir son ballon, avoir son cœur mécanique avant qu'il se dilate. Donc, vous n'aurez pas toujours l'information au départ. Et ça, c'est important parce que il faut que vous preniez une décision si vous faites une biopsie endomyocardique. Et l'indication qui existe, qui est spécifique à la myocardite à cellules géantes, elle se lit comme ça. Donc ça, c'est un consensus de 2007 de l'ACC qui dit insuffisance cardiaque subaiguë, donc avec les 3 sous-critères en dessous pour nous faire penser à la maladie. Insuffisance cardiaque réfractaire, arythmie ventriculaire ou bloc auriculo-ventriculaire de haut degré, mais eux autres demandent un ventricule gauche dilaté. Et ça, c'est peut-être un point qu'on peut remettre en question, parce qu'au départ, vous n'aurez pas toujours l'information. Je pense que ça reste une question de jugement clinique. Si votre patient tombe en choc cardiogénique, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, peut-être qu'on peut l'envisager à ce moment-là. Maintenant, je vais parler de l'immunosuppression. Notre expérience, c'est que c'est plutôt difficile. Les patients sont fragiles, font des complications infectieuses. On n'a pas eu beaucoup de succès. On a un seul patient qui a démontré un certain succès à long terme et éventuellement, il est devenu intolérant à ces immunosuppresseurs et il est décédé sur la liste de greffe en attente, donc lors d'une récidive fatale. Donc, notre expérience, globalement, on trouve que c'est peut-être plus difficile que ce qu'on pense. Maintenant, je fais une courte parenthèse. Un deuxième cas, une autre indication de biopsie endomyocardique, qui est la myocardite fulminante. Un jeune homme qui développe un syndrome viral le 17 décembre. Le 21, il est en choc cardiogénique, syndrome inflammatoire impressionnant. Sa première échographie, vous voyez des parois épaisses, un ventricule gauche peu dilaté, une fraction d'éjection altérée, et il y avait une grosse insuffisance mitrale là, que vous voyez à droite, le jet bleu. Là. Donc, il était en choc cardiogénique sévère. On a fait une biopsie. Et ce qu'on a trouvé, c'est un infiltrat inflammatoire avec des lymphocytes et des dommages myocitaires, donc myocardite, à présentation fulminante. Il faut aussi le faire pour exclure les diagnostics différentiels. Plus rarement, il faut avoir une myocardite à cellules géantes qui va se présenter de façon aiguë, mais c'est rare, ou il y a la myocardite nécrosante à eosinophile. Ce patient-là, on l'a traité avec des immunoglobulines. Il a reçu 1 gramme par kilo d'IE pour 2 jours. Il y en a qui vont traiter pour 5 jours. Et ça reste, on va en revenir tantôt sur la littérature, mais voyez son évolution. Donc, la fraction d'éjection au départ à gauche et 5 jours plus tard, que c'était quasiment résolu. L'insuffisance mitrale qui au départ était sévère, qui était légère. Donc, ce patient-là a très bien évolué. L'immunosuppression en myocardite fulminante, il faut dire qu'en fait, il n'y a pas d'étude. Il y a eu une étude d'immunosuppression pour la myocardite standard, mais il n'y avait pas de forme fulminante dans cette étude-là. Par contre, on a plusieurs petits rapports de cas, séries qui démontrent qui ont été publiés, des patients surtout traités avec immunoglobuline qui ont bien évolué. C'est sûr que ça reste des rapports de cas, mais quand vous avez un patient extrêmement malade, ça peut être quelque chose à envisager. Donc, les conclusions, la myocardite à cellules géantes, pensez-y, c'est une cardiopathie, c'est rare, mais qui va se présenter de façon subaiguë et qui va se détériorer de façon importante. À ce moment-là, il faut le transférer dans un centre tertiaire, faire une biopsie et envisager une greffe. Vous n'aurez pas toujours l'information pour les arythmies ou pas, mais ça peut être un indice. Et j'ajouterais peut-être, c'est un point discutable, là, vous n'aurez pas toujours l'information que le ventricule gauche est dilaté au départ. Le deuxième point, la myocardite fulminante, donc une autre indication de biopsie endomyocardique. Là, je n'ai pas sorti la slide, mais insuffisance cardiaque de moins de 2 semaines non ischémique en choc cardiogénique, c'est une indication de faire une biopsie pour diagnostiquer la myocardite fulminante et exclure les diagnostics différentiels. Et vous pourriez envisager les immunoglobulines. Voilà. Merci, Maxime.